Salut tout le monde! Super heureuse de vous retrouver pour un autre épisode de l'Heure dorée. Cette semaine, nous rencontrons Danielle Véro, âgée de 68 ans. Retraitée et très active au niveau du bénévolat, elle participe avec nous dans les résidences à activer le quotidien des aînés en perte d'autonomie. C'est sûr que pendant la pandémie, on a dû prendre une petite pause, mais sinon, c'est vraiment quelque chose qu'elle adore faire et peut-être que je vais pouvoir, avec cet épisode, en inspirer d'autres et à faire comme elle et peut-être vous retrouver comme bénévole dans nos milieux. On a pu explorer aussi son histoire de vie et tous les défis qu'elle a dû surmonter en tant que mère monoparentale de son époque. Il n'est pas toujours facile de jongler entre le travail et les enfants. Et en plus, elle a été capable de relever le défi d'un retour à l'école pour s'assurer d'avoir toutes les connaissances nécessaires pour un retour sur le marché du travail. Donc, j'espère que vous allez apprécier cet épisode et on se revoit très bientôt. Au revoir! Pour moi, c'est un passé-y bien. Là. C'est vraiment... Qu'est-ce que ça a justement généré chez toi, quand tu as vu qu'elle a vécu une perte de mémoire, et là, ça a géré une émotion chez toi, puis oui. parce que tu te vois aussi peut-être dans un futur. Oui, c'est ça. Donc, est-ce que tu as des craintes ou des hésitations pour ton futur? Pas vraiment, mais disons que perdre la mémoire, là, ça vient me chercher. Ça, c'est quelque chose que tu souhaites pas, là. Non. Tes souvenirs, tes aimes, puis tu y tiens. Oui. Le Mauve vous présente l'Heure dorée. Bonjour tout le monde, bonjour chers auditeurs et bienvenue à cet autre épisode de l'Heure dorée. Très contente d'être avec vous aujourd'hui. À l'occasion de cette journée, nous recevons Danielle Véro. Bonjour Danielle. Bonjour. Donc, Danielle Véro est une bénévole auprès de l'organisme. Ça fait plus de 3 ans qu'elle est bénévole pour nous. Donc, je suis très contente de pouvoir la rencontrer. Retraitée, elle a une belle histoire de vie à nous raconter et c'est pour ça que je la rencontre aujourd'hui pour vous. Danielle, merci de participer à ce podcast aujourd'hui. Très contente d'être avec toi. Est-ce que tu peux nous dire à quel endroit tu es née? Ben, je suis une petite fille de Montréal. Je suis née à Montréal. Disons que ça a été dans le quartier Villeray à Montréal. Vraiment pour l'enfance. Puis pour ce qui est dans l'adolescence, ça a été dans le quartier Centre-Sud. Centre-Sud de Montréal. Oui, exactement. Et comment c'était l'école à ton époque? Si on parle de l'enfance, eh bien, c'était à l'école, c'était surtout des religieuses qui nous enseignaient. Donc, c'était assez strict parce que c'était basé vraiment sur la religion. OK. Ouais. Et toi, est-ce que le côté strict, le côté religion, c'est quelque chose que tu as facilement vécu dans ton quotidien? Pour moi, ça n'a pas été une difficulté d'adaptation, surtout que c'était strict. Puis moi, tout ce qui était strict ou sévère, j'avais peur de l'autorité. Fait que, oups, tout de suite, là, ça calmait les ardeurs. Est-ce que tu étais plus une personne qui était effacée dû au côté plus strict d'autorité ou tu étais quand même quelqu'un qui prenait sa place puis qui était de l'avant? J'étais plutôt effacée. Ouais. Est-ce que ça s'est traduit plus tard aussi, ton côté plus introverti? Est-ce que tu l'as conservé pendant tes études? Ou... Oui. Ouais. Oui, ça a tout le temps été comme ça. Comme on dit, low profile. Plus que tu étais inaperçu, mieux que c'est. Pour moi, oui. Ouais. Oui. Puis quel genre d'activité que vous faisiez à l'école primaire, par exemple? Les récréations, ça ressemblait à quoi chez les religieuses? Les récréations, évidemment, ça se faisait dehors, été comme hiver.
Mais dehors, on pouvait jouer à la corde à danser, le ballon chasseur, puis c'est ça. Puis au secondaire, ben là, ça a été une autre façon. Là. C'était plus... il y avait des petits groupes qui se formaient, donc on essayait de rester dans le groupe, puis on faisait des blagues, là, une sorte des petites conneries. Oui. Puis, est-ce que tu as une connerie à nous raconter que tu faisais avec tes amis que tu aimais? Ben, une connerie, oui, mais c'est plus au primaire, je dirais. OK. C'est qu'avec les religieuses, ben, les religieuses avaient des chouchous. OK. Fait qu'il y avait des privilèges. Et puis, là, je me souviens d'une religieuse, entre autres, surtout l'hiver, elle avait comme une espèce de grand manteau noir. Et puis, ce qu'elle faisait, bien, son petit chouchou, justement, elle l'enveloppait dans son chaud, fait que c'était chaud. Moi, j'aurais aimé ça. Être ce chouchou-là. Ben, pas nécessairement être ce chouchou-là, mais voir qu'est-ce que c'était à l'intérieur, se sentir, tu sais, comme protégé, si tu veux, d'une certaine façon. Fait que je me suis vengée. J'ai pas été fine. C'est que après la récréation, non, pas la récréation, c'est pas vrai. On rentre le matin, évidemment, c'était la prière. Donc, on se levait. Puis, pour faire la prière. Donc, je me suis levée. Et ce que j'ai fait, pendant que tout le monde avait les yeux fermés, j'ai levé le banc de la chouchou qui était juste à côté de moi, parce que les mains se relevaient. Un coup que la prière terminée, elle vient pour s'asseoir, elle passe tout droit et elle se pète la marboulette sur le bord du bureau. Ça a été mon coup pendable, disons. Et est-ce que ton enseignante a su que c'était toi? Est-ce que tu t'es fait attraper la main dans le sac, comme on dit? Pas du tout. Ah non? Fait que non. Encore à ce jour, elle n'est pas au courant? Non, elle doit plus être de ce monde, de toute façon. Non, j'ai gardé ça pour moi, là. Ouais. Ouais. Low profile. Oui. On fait des mauvais coups, mais on fait ça inaperçu. C'est ça, j'ai été vraiment, là... Parce que moi, évidemment, j'avais les yeux ouverts, fait que je regardais avant tout, puis OK. Puis toi, t'avais passé la prière cette journée-là pour oui, faire ça. c'est ça. J'ai eu un esprit de vengeance cette journée-là. Est-ce que dans ta famille, vous étiez combien d'enfants? On était 5. 5? Combien de garçons, combien de filles? 4 filles, 1 garçon. Et le garçon, c'était le bébé de la famille. Et 5 enfants à la maison, les parents, quelle était la dynamique? Dynamique, c'était une famille, on était quand même une famille, comme on dit, tricotée serrée. Okay. C'est sûr qu'il y avait de la discipline, mais malgré tout ça, ça a été... Non, j'ai vécu vraiment c'est vraiment dans une ambiance familiale, oui. Puis, quand tu dis vous étiez tricoté serré, est-ce que tu as plus d'affinité avec une de tes sœurs ou avec ton frère, ou l'affinité est vraiment à travers tout le monde? Disons que j'avais plus d'affinité avec ma sœur Michel, l'aînée, parce qu'on était tout le temps... tout le long de notre enfance, on partageait la même chambre, donc on couchait ensemble. C'était comme ça. Puis les 2 autres sœurs, eux autres, ils couchaient eux autres aussi ensemble. Puis le garçon, il avait sa chambre toute seule. OK. Fait que, mais par contre, ça, même si j'avais pas d'affinité avec mes autres sœurs, on était très, 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 très familial. Oui. Puis, est-ce que, comme dans toutes les bonnes familles, vous aviez quelques discordes, des fois, entre oui. frères et sœurs? Oui, ça arrive, c'est sûr. Oui. Puis ça se taquinait un peu aussi, hein? Oui. Mm-hmm. Ben, tu sais, je sais que tu as quand même un bon sens de l'humour. Donc, est-ce que ça se retraduit aussi à travers les membres de ta famille, dans tes frères et sœurs? Oui. Surtout c'est peut-être bête à dire, mais peut-être de rire des autres, ça. J'aimais ça. Oui, mais il fallait pas voir quelqu'un tomber parce que c'était immanquable, c'était l'éclat de rire à tout coup. Je suis désolée, là. Mourir, puis après, je vais t'aider. C'était ça. Je pense que c'est encore ça aujourd'hui aussi. Oui, oui, effectivement. Donc, au primaire,
tu étais chez les sœurs, est-ce qu'au secondaire aussi, tu t'es retrouvée dans une école de sœurs? Il y en avait, mais il y avait aussi des professeurs laïcs. OK. Aussi, oui. Mhm. Puis c'était les deux que tu as fréquenté? Oui, les deux. Oui, Oui. OK. Mhm. Puis qu'est-ce qui t'a dirigé dans... Est-ce que vous aviez, au secondaire, une option à l'école, exemple le sport, Non, cuisine, des choses comme ça? non, pour ce qui est des sports, c'était vraiment à l'extérieur. OK. Fait que, oui, il y avait pas, c'était pas encore implanté vraiment dans les écoles. OK. Oui. Qu'est-ce que tu faisais comme parascolaire ou comme activité? Oh mon Dieu. Je pourrais dire qu'il y avait comme des pièces de théâtre. Ça, il y en avait. Fait que, mais j'ai pas participé vraiment en tant que telle, mais j'ai été dans une chorale. Oui? Ça, oui, oui. Oui. Puis vous chantiez quoi? C'est parce qu'à la fin de l'année, il y avait comme des spectacles. OK. Puis dans le temps des fêtes, la messe de minuit, la chorale là, à l'église, évidemment. Oui. Fait que le chant. Oui. Est-ce que tes sœurs aussi ont participé au chant ou il y avait d'autres préférences? Non, il était plus vers d'autres activités. OK. Super. Comment se faisait la discipline dans la famille? C'était ma mère qui faisait la discipline. Parce que mon père, qu'est-ce qui arrive, à ce moment-là, il travaillait souvent à l'extérieur de Montréal. Donc, il veut dire dans le nord du Québec, dans l'ouest du Canada. Il a même travaillé aux États-Unis. Donc, OK. c'était vraiment ma mère qui faisait la discipline. Elle était vraiment le chef de la famille. Parce que quand papa revenait de ses voyages, on était gâtés. Vraiment, on était gâtés. Parce qu'on se faisait un bout de temps qu'on ne l'avait pas vu. Donc, c'est ça. Fait que quand il revenait, c'était pas le temps de la faire la discipline. C'était le temps d'avoir du plaisir, Oui, oui. l'amour. Oui, c'est ça. Ben oui, bien sûr. Quelle profession il exerçait pour faire autant de voyages? Il travaillait sur les structures d'acier. Monteur en structure d'acier. OK. Donc, si je donner un exemple, là, qui n'est plus aujourd'hui, mais le World Trade Center, Oui. il a travaillé là 7 ans. Pendant les 7 ans de la construction, il a travaillé là. Wow! Oui. Puis il a travaillé aussi en Indiana. Mais là, je ne pourrais pas dire sur quel... Bâtiment. Oui, c'est ça, je ne pourrais pas vous dire. Puis, est-ce que tu as une idée tu me disais l'Ouest canadien, est-ce que tu as une idée sur qu'est-ce qu'il aurait travaillé dans l'Ouest canadien? Ça doit être, je pense que c'est encore les ponts. Les ponts? Oui, oui. Mm-hmm. Oui. Fait que tout ce qui était charpente d'acier Oui. avant de couler le béton, là, Oui. ça, c'est lui qui s'occupait de ça. Oui, il a même travaillé on parle de plusieurs années, quand ils ont rallongé le pont Jacques-Cartier à Montréal. Il était là aussi. Oui. Fait que c'est l'un de nos bâtisseurs de Ouais. ponts qu'on pourrait Oui, dire si qui on- fait en sorte qu'entre les régions, on peut maintenant se rendre. Oui, on peut dire oui. C'est sûr que quand il revenait, il devait vous ramener aussi des souvenirs. Oui. Est-ce que tu as un souvenir en particulier qui t'a marqué d'un voyage? Oui, parce qu'à ce moment-là, quand papa travaillait aux États-Unis, évidemment, j'aimais bien Elvis Presley. Donc, j'avais demandé si c'était possible d'avoir dans ce temps-là, c'était des longs jeux, des 33 tours. OK. Fait qu'il m'avait ramené, je pense, 3 33 tours d'Elvis Presley. Ouhou! J'étais toute contente. Fait que tu t'es empressé d'aller mettre ça dans ton tourne-disque pour Ben aller oui, l'écouter, hein? écoutez ça, oui, oui, oui. Vous dites qu'il travaillait justement comme pour la construction du World Trade Center ou d'autres des grands édifices en Amérique. À ce moment-là, est-ce qu'il se voyait justement être un précurseur dans la construction de ces symboles américains-là? Probablement, oui. Mhm. Oui, parce que quand même, là, c'était comme assez important, oui. Puis même que sans être, il y a souvent, sur certains projets, les plus hauts dans la compagnie demandaient à ce que mon père soit contremaître. Il a toujours dit non. Parce qu'il dit, s'il y a un problème, il dit, ça va me revenir sur le dos. Et puis que même sur le World Trade Center, mon père a déjà dit aux ingénieurs, si vous faites ça de cette façon-là, si à un moment donné, il y a un impact, peu importe lequel, ça va tomber. Et
on a vu ce qui est arrivé. Et voilà. Puis lui, mon père, je ne sais pas si il avait peut-être pressenti quelque chose, tu sais, mais fait que ce qui est arrivé, ben, c'est arrivé. Oui, puis Ouais. en plus, dans le métier qu'il fait, je pense qu'il y a aussi à calculer le niveau de risque par rapport à, tu sais, tu te dis, OK, c'est haut comme ça se pourrait qu'un hélicoptère, un avion, peu importe, fait que c'est de se dire qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer. Oui. Exactement. Puis même, il a travaillé à la Tour olympique. Puis il nous avait dit, allez jamais là. Il dit, ça va tomber à un moment donné. Fait que là, OK. Mais au moins, vous étiez informés. Ben oui, bien sûr. Vous avez prévenu. Oui. Donc, tu es resté à Montréal toute ton enfance, toute ta jeune... Oui. Quel était le moment que tu as déménagé de la ville? Je suis passée de la ville à la campagne. Ça, c'est après la séparation. OK. Fait que là, j'avais comme... où je demeurais à Montréal, la propriétaire demeurait en dessous. Et là, c'était rendu du harcèlement. Ah! Et fait que je lui avais demandé si je pouvais déménager. Mais à ce moment-là, dans la situation dans laquelle j'étais, je ne pouvais pas payer le 3 mois de loyer qu'il demandait. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai parlé avec ma famille. Fait qu'ils se sont tous réunis ensemble. Et je suis sortie de là en catimini, comme on dit. OK. Oui. Pour aller dans la région du Témiscouata. Oh! Ouais. C'est Montréal, c'est une bonne ride, hein? Oui, c'est 5 heures de route à peu près. Oui. Contrairement à plusieurs autres personnes, tu as donc fait une transition contraire ville-campagne Oui. versus souvent les gens vont se dire « Ah, ben pour le travail, je pars de la campagne, je m'en vais à la ville. Oui. Quel impact ça a eu sur toi? Disons que ça a été bien parce que ça me donnait une autre perspective de la vie à la campagne. Puis si ça n'avait pas été du manque de travail, je serais peut-être encore là aujourd'hui parce que j'ai aimé ça. J'ai adoré l'endroit où j'étais. C'était quelle ville exactement? Oh, un petit village. Ce n'était même pas une ville, c'était un village. Un village? Saint-Eusèbe, dans le Témiscouata. Ça, c'est proche de Saint-Louis-du-Ha-Ha. Oui. Ben, j'ai travaillé. J'ai travaillé à Saint-Louis-du-Ha, à la station Astère. C'est quoi la station Astère? C'est une station comme, je pourrais dire, voyons, je cherche c'est appelle ça la station scientifique Astère du Témiscouata, l'observation des étoiles. OK. Oui. Intéressant. Oui. Puis qu'est-ce que tu exerçais comme métier à cet endroit-là? Bien, je faisais un peu de travail de bureau. Mhm. Et puis, vu qu'on recevait les touristes, évidemment, bien, c'est ça, j'étais à l'accueil. Je pouvais être à l'accueil ou bien au petit magasin de souvenirs. OK. Puis, là, c'est ça, j'expliquais aux gens qu'est-ce qui était possible de faire. Puis, surtout le soir, avec la noirceur, là, on pouvait voir plus d'étoiles, évidemment. C'était très... Dans ce coin-là, c'est sûr que Oui, ça doit oui, être oui. assez magnifique, le ciel. Là. Puis surtout quand c'était le temps des Perséides aussi, là, on oui. organisait toujours quelque chose pour les touristes. Oui. Est-ce que, en parlant justement de Perséide, est-ce que, avec les années, tu y es retourné à Saint-Eusèbe et tu as pu remarquer une différence dans le ciel étoilé? Est-ce qu'il y a plus de lumière? Est-ce que ça s'est plus développé puis ou ça s'est resté... Bien, c'est drôle que tu parles de ça parce que l'année passée, justement, je suis allée voir justement mes amis à Saint-Eusèbe. Et côté, disons, pour ce que tu viens de me dire, là, non, ça n'a pas changé. Les étoiles sont toujours là. C'est parce que c'est loin de la ville. OK. Donc, en étant loin de la ville, le ciel, là, la nuit, là, c'est wow. Fait que malgré le temps qui s'est écoulé, le secteur, c'est pas trop industrialisé pour perdre cette beauté-là des étoiles, de la vue qu'on peut avoir là-bas. Là. Je dis pas si j'étais à Rivière-du-Loup, là, ça ferait changement. Ah oui, ça c'est certain. Oui. Je suis passée une couple de fois, puis c'est vrai que Rivière-du-Loup, ça s'est très bien développé. Oui. Ça en vient une belle ville, mais c'est sûr qu'on ne doit pas avoir la même vue des étoiles. Non, pas du tout, non. Il y a un changement, là. C'est pas pareil
de Rivière-du-Loup à Saint-Eusèbe. Euh, Quand tu as fait ce déménagement-là, est-ce que tu avais déjà des enfants ou ça, c'est venu plus tard? Non, j'avais mes enfants. Oui. Les 3 enfants ont suivi, ils n'ont pas eu le choix. Donc, tu avais tes 3 enfants de ton mari. Est-ce que tu étais encore avec lui à cette époque-là? Non, j'étais séparée. OK. Ouais. Puis, si on embarque dans l'histoire de la famille, les 3 enfants, ils ont été élevés à Saint-Eusèbe toute leur enfance? Non, parce que je suis restée là 2 ans finalement. OK. C'est ça. Si j'avais pu avoir un travail stable, comme je t'ai dit, je serais encore là. OK. Fait Mais que c'est là, vraiment le manque d'emploi dans le secteur. oui, c'est très... C'est faut être chanceux. Faut être chanceux. Je suppose que c'était contractuel, des fois des périodes de 3 Oui. mois, fait que c'était tout le temps une insécurité aussi. C'est ça, exactement. Mhm. Puis pour une mère monoparentale, une insécurité comme ça, on n'aime pas ça, hein? Non, pas du tout. Fait que c'est pour ça que je suis revenue à Montréal. OK. Mais à ce moment-là, je suis pas retournée à Montréal. C'est vrai, je suis pas retournée à Montréal. Je me suis retrouvée à Laval. À Laval. Oui, donc en banlieue. Puis Laval, ben c'est vrai que le Laval s'en vient de plus en plus une grosse ville, là. Exactement, Mais sûrement oui. qu'à cette époque-là, vous étiez, c'était encore plus considéré banlieue. Oui. Comment ont-ils vécu ce changement de décor, ville, campagne, ville? Eux, ils sont bien adaptés? Oui, ils se sont bien adaptés. Oui. Ouais. Oui. Puis, est-ce que tu as une idée de ce qu'ils ont préféré, la ville versus la campagne? Si je parle de ma plus vieille, mon aînée, Oui. elle aurait aimé rester là. Puis même Steve aussi, mon deuxième. Oui, Ouais. il aurait aimé. Puis mon troisième, je suis pas certaine. Je sais pas, parce qu'il était jeune vraiment, parce qu'il y a quand on est arrivé là, il faisait sa première année. OK. Fait qu'il il était jeune. Fait que même il n'aurait pas pu comparer campagne-ville, vu Non. que quand il était à Montréal, il n'y a peut-être pas de souvenir de Montréal à Ben, ce c'est moment-là. ça. Parce que ça, il a fait. Les 2 années, je suis allée à Saint-Eusèbe, il a fait première et deuxième. Fait que pour lui, tu sais, c'est. Non. Je pouvais. Il a dû s'adapter comme tout le monde. Comme tout enfant. Ça s'adapte bien. Oui. Comment était perçu ton statut de mère monoparentale auprès de ton voisinage il y a presque 30 ans? Donc, dans mon entourage immédiat, là, c'était correct. Oui. Oui, c'était correct, oui. Est-ce que tu as déjà vécu certains commentaires ou de la part de voisins? Non. Ou, J'ai non. jamais eu de mauvais commentaires concernant ma situation. parce qu'on s'entend que c'était pas quelque chose qui était une trentaine d'années qui était commun, contrairement à aujourd'hui, Oui. qu'on en voit autant des pères monoparentales que des mères monoparentales. Oui. Fait que j'étais curieuse de voir si c'était quand même bien reçu et bien perçu par... En tout cas, moi, j'ai jamais eu de négatif alentour de moi par rapport à ça. Ça m'amène à l'arrivée de la technologie. Oui. Comment que tu t'es adapté, que ce soit téléphone portable, cellulaire, que ce soit ordinateur. Qu'est-ce que tu as aimé? Puis quels ont été tes défis? OK, oui. Là, on va reculer en arrière, justement. Parce que moi, quand j'ai travaillé, tout ce qui était technologie, il n'y en avait pas. L'ordinateur, on ne connaît pas ça. Fait que j'ai travaillé comme réceptionniste dans un centre de physiothérapie à Montréal. Et puis, tout était fait manuel. Les rendez-vous, sortir ce qu'on appelait la clinique, je veux dire les dossiers des patients, le classement, recevoir les patients. Oui. Puis, évidemment, confirmer les rendez-vous. Fait que, il n'y avait pas de technologie à ce moment-là. Mais quand j'ai quitté cet emploi-là, ça commençait à rentrer, tu sais. À se transformer Oui, de papier à électronique. C'est ça. Puis quand j'ai arrêté de travailler à ce moment-là, j'ai vraiment arrêté de travailler pendant 10 ans OK. pour m'occuper de mes enfants. Puis après, justement, après ces 10 ans-là, il est arrivé la séparation. Donc, j'ai pas fait ni une ni deux. On n'a pas le choix. Il faut vraiment se réadapter. Fait que j'ai suivi des cours en informatique. En informatique. Avoir une base quand même.
savoir utiliser les logiciels Ben, c'est ça. Word, puis Oui, la effectivement. tenue de livre, Excel, puis ces Puis choses-là. après avoir trouvé, avoir fait on dit comme, pas des études, mais Un DEP, je pense, moi, c'est un diplôme ben, d'études professionnelles. c'était vraiment, oui, on peut dire oui, c'est OK. ça. Fait que je me suis retrouvée à travailler pour un secrétaire d'un médecin, mais elle n'était pas informatisée. Fait que t'étais revenu, retourné comment dire, À l'ancienne méthode. ouais, à Oui, l'ancienne c'est méthode, ça. puis Oui. ben, en même temps, tu connaissais cette méthode-là. Oui, Fait c'est que ça. Fait que- c'était quand même... mais t'as quand même pris ton courage à deux mains puis te dire, ben, je vais aller au moins aller chercher cette formation-là, Oui, advenant que j'en ai besoin. oui, c'est ça, exactement. J'ai quand même une question avant même de devenir monoparentale. Tu as été à Montréal avec ton conjoint, les 3 enfants. C'était quoi cette dynamique familiale? C'est qui était, comment dire, l'autorité dans le milieu, qui donnait la discipline auprès des enfants? Comment c'était votre dynamique à vous les 5 à la maison? Ah, ben, je dirais que c'était moi qui faisais l'autorité. Ah ouais? Oui, parce que papa, il était autoritaire, mais il y avait comme... Un côté laissé aller. Oui, oui, un petit peu, oui. Ouais. Comment ils ont vécu, les enfants, la séparation? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce qu'ils ont eu des défis? Je dirais que ça s'est bien passé. Oui, ça s'est bien passé. Mais c'est juste que, justement, mon dernier, là, justement, mon bébé, il avait 4 ans à ce moment-là, puis il m'avait posé la fameuse question: Maman, est-ce que c'est à cause de moi que papa n'est plus avec toi? Quoi répondre? Quoi répondre? Puis là, fait que je lui ai expliqué qu'est-ce qu'il en était. Mais il a vraiment bien compris la situation. Puis ça a été correct par la suite. Mais je ne m'attendais pas à avoir cette question-là. Oh! Ah oui, c'est sûr que ça doit être un déchire-cœur de se faire poser cette Oui. question. Puis, quelle a été ta réponse, justement, si tu t'en souviens? Ben, oh mon Dieu. J'ai essayé de lui expliquer que dans un couple, il faut qu'il y ait il faut que les deux soient en harmonie. Puis, de la façon que ça allait, au fil des années, il n'y avait plus cette harmonie-là. Fait que donc, puis, sans entrer dans les détails, c'était papa qui était plus fautif, disons. Fait que, mais ça l'a, il a compris. En lui expliquant que c'est ça, c'est entre papa et maman, que Oui. les enfants sont pas impliqués là-dedans, mais que c'était une harmonie qui harmonisait plus avec les années. C'est ça, oui. Puis qu'il fallait pas qu'il prenne ça sur ses épaules à Non, lui. Là. c'est ça, exactement, oui. Pourquoi est-ce qu'il se questionnait de la sorte? Parce qu'il pensait que c'était lui la cause de la séparation. Puis pourquoi qu'il se mettait cette pression-là de dire, ah, c'est peut-être moi. Je sais, je ne pourrais pas te dire. Non, je ne pourrais pas te dire pourquoi, là. Faudrait Mais- demander. Oui, Peut-être qu'il n'en a pas souvenir non plus à l'âge qu'il avait. peut-être aussi, là. Dans ton parcours de jeune adulte, tu as vécu plusieurs changements. Quels défis ont été significatifs pour toi? Et lesquels t'ont aidé à devenir la dame que tu es présentement? Ben, c'est justement de se réadapter à la nouvelle technologie. Ça a été vraiment un défi parce que j'avais aucune connaissance là-dedans. Fait que, donc, en suivant une formation, donc, ça a été ça le défi parce que à chaque entrevue que j'ai pu avoir pour avoir un travail, ils demandaient justement cette formation-là de l'informatique. Fait que c'est ça. Puis c'était aussi un retour à l'école, Oui. avec des enfants. Oui, effectivement. Fait que c'est sûr que ça... Est-ce que pour toi, c'est une fierté d'avoir accompli... Oui. Ça nous amène à notre moment doré. Est-ce que tu aurais un moment de fierté, plutôt un accomplissement ou une fierté que tu aimerais nous partager? Ben là, oui, c'est le fait d'avoir élevé 3 enfants, surtout un monoparental. Et puis, ben, c'est avec
avec les années, ce qu'ils sont devenus, ben oui, c'est ça. C'est parce qu'aussi, j'ai pu leur inculquer quand même un certain esprit de famille. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que ça serait ça ma fierté. Ouais. Est-ce que tu trouves que tes enfants sont aussi tissés serrés que vous l'étiez chez vous quand que vous étiez enfant, par exemple? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, je dirais. Il y a... Oui, ça sont familiales, mais peut-être pas autant que nous, on l'était dans mon temps. Tu sais, c'est parce qu'il y a tellement de, de choses justement avec tout ce qui est technologie et possibilités, là, que ça fait que, ben, juste te donner un exemple, ma petite fille est tellement technologique que, tu sais, elle arrive à la table, puis chacun a son cellulaire. L'autre, me semble, lâchez ça, on est en famille, tu sais, c'est ça. C'est peut-être juste cette petite affaire-là, là. Tu sais, fait que, lâchez votre technologie un petit peu, puis... Discutons C'est ça. entre nous et Oui. non devant un écran. C'est ça, oui, oui. Fait que, oui. Quel autre changement vois-tu au sein de la famille si on compare les générations? Ah, mon tour. Ben, ça va revenir à la discipline, je dirais. C'est pas pareil. C'est vraiment pas... Nous, c'était sévère à comparer à aujourd'hui, que je trouve aujourd'hui qu'il y a un laisser-aller immense. Est-ce que tu crois que ce laisser-aller-là a un impact quand même important au niveau de la jeunesse par rapport à l'autorité? Oui, parce que les jeunes d'aujourd'hui, je les trouve effrontés. Ouais, c'est effronté, puis... Ouais, puis la discipline, on prend l'autorité, on dirait qu'ils s'en foutent carrément. Qui n'ont pas de... Mm. C'est ça, qui n'ont pas de respect Non. envers la figure d'autorité. C'est ça, oui. Mhm. Est-ce que tu as vécu un moment, justement, que c'est venu te chercher parce que t'es bien effronté comme enfant? Est-ce que tu as déjà vécu... Oui. En allant Comment tu as réagi? C'était à Montréal. J'étais allée chercher ma fille à l'école. Et puis, elle embarque dans l'auto. Je commence à rouler, mais là, au coin de la rue, il y a un stop. Donc, j'ai pas le choix. C'est les élèves qui passent. Et il y a un petit garçon de peut-être 5-6 ans. Il passe en avant de moi et il fait carrément ça. Un fuck you. J'ai pour quelle raison? Qu'est-ce que j'ai fait? Fait que ma vie était baissée, c'était vers la fin d'année. Je disais, hey, t'es donc bien mal élevé. Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me fasses ce signe-là? C'est carrément... C'est fou. Il a viré de bord, Il a viré de bord, il a chemin. continué à marcher. Fait que, tu sais, c'est ça. Pour quelle raison il m'a fait ça? J'en ai aucune idée. Fait que c'est ça. Fait que il y a des situations comme ça, on en voit beaucoup aussi. On en voit beaucoup. Est-ce que, par exemple, quand tu vas faire tes achats ou des choses comme ça, des fois, tu as l'impression que le service que tu reçois, ils reconnaissent, ben, dans le fond, il est moins courtois qu'il aurait pu l'être? Oui, il y a des places que oui, ça manque un petit peu de courtoisie. Mais par contre, à d'autres places, c'est correct. Oui. Est-ce que tu es plus du genre à vouloir te faire vous voyer par les gens ou, exemple, tu arrives au magasin puis que la caissière te tutoie, tu es à l'aise avec ça? Si on parle, on va dire, comme dans les magasins ou le centre d'achat, je préférais que la personne à qui je parle me voie. Je ne te connais pas, on n'a pas été élevés ensemble, mais par contre, quand les amis de mes enfants viennent à la maison, tu peux me tutoyer, mais en étant respectueux. Voilà. Ou commencer par vous voyer et attendre que je te le dise que tu Oui. peux me tutoyer. Oui, parce que c'est arrivé à plusieurs occasions. Madame, voulez-vous, est-ce que je peux? Fait que là, je les avisais, regarde, tu peux me dire tu peux m'appeler par mon prénom, sois respectueux. Voilà. Pose la question, puis ça va bien aller. C'est ça, voilà. Dans ta carrière, quel emploi t'a le plus marqué? Je te dirais quand j'ai travaillé au centre de physiothérapie. J'ai adoré ce travail.
Il était à quel endroit, celui-là? À Montréal. À Montréal. À Montréal, oui. Oui. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as adoré? C'est l'ambiance, le travail en lui-même? Oui, bien l'ambiance, j'aimais bien ça. Le travail aussi. Non, j'ai bien aimé... L'équipe? Oui, l'équipe, oui. Oui. C'est sûr qu'il y a eu des hauts et des bas, parce qu'on est chacun son caractère, mais dans l'ensemble, là, on formait une belle équipe. Puis qu'est-ce comment dire, vous regroupait? Qu'est-ce qui animait l'équipe, justement, à ton travail? Mon Dieu. Ben, c'est le fait aussi qu'on était pas mal toute la même génération. OK. Donc, tout ce qui est autorité, on était sur le même niveau. Donc, on s'entendait très bien de ce côté-là. Vu qu'on avait vécu pas mal les mêmes choses. Hein. Les valeurs se ressemblaient. Oui, c'est ça, oui. C'est ce que... Oui. L'école de pensée, puis dans les objectifs que vous vouliez atteindre aussi, vous le pensiez pareil parce que vous étiez comme de la même génération. Oui, c'est ça, exactement. Est-ce que, si on compare encore une fois les générations, par rapport, par exemple, à ton dernier travail que tu as fait avant la fin de ta retraite, est-ce que tu trouves que les nouvelles générations, au niveau du travail, sont autant impliqués ou puis ils sont, comment dire, ils se donnent un lien d'appartenance au travail comme que vous aviez à l'époque? C'est vrai que quand j'ai pris ma retraite, j'étais plus du tout dans le monde médical. Je travaillais dans une usine. OK. Fait que, puis dans une usine, ben c'est parfois rock'n'roll, comme on peut dire, là. Mm-hmm. Fait qu'on s'entendait pas tout le temps avec tout le monde. Puis il y a plus de monde aussi que Oui. dans une clinique médicale, il y a beaucoup moins de personnel, fait que c'est sûr que ça ça fait moins de divergence d'opinion. Là. C'est ça. Puis dans une usine, ben t'as plusieurs départements, donc plusieurs superviseurs. Donc, t'as affaire à tout ce monde-là. Mais surtout, moi, dans le domaine, surtout en dernier, quand c'est parce que quand j'ai commencé à travailler dans l'usine, c'était dans un département. Et puis, j'ai terminé en entretien ménager. Donc, j'avais affaire, je rencontrais tous les superviseurs de tous les départements qu'il y avait là. À savoir, parce que là, fallait que je nettoie leur bureau. Et puis, j'avais aussi les toilettes, puis j'avais la petite cafétéria à entretenir. Fait que, puis chaque superviseur a sa façon de penser aussi. Fait que faut que tu t'adaptes. Fait qu'à chaque bureau, il y avait une adaptation. Oui, une approche différente à avoir pour t'adapter à... Oui. Mais dans l'ensemble, comme les superviseurs étaient très accommodants. Peut-être à part de peut-être un ou deux, là. Mais disons, dans l'ensemble, là, ils me voyaient arriver, ils savaient qu'il fallait qu'ils dégagent. Qu'ils débarrassent Oui, pour te laisser à la place. Oui. Après de nombreuses années d'ouvrage, l'heure de la retraite a sonné. Oui. Comment as-tu vécu ce moment et cette nouvelle étape de ta vie? Ah, la retraite, c'était la bienvenue pour moi. Oui? Oui. Non, j'ai pas eu de... C'est sûr que ça me faisait de la peine quand même de quitter cet emploi-là parce que j'ai bien aimé aussi. Mais pas plus que ça, je veux dire. Non, j'avais hâte que la retraite arrive. Je me suis dit, j'ai assez donné, donc c'est à moi maintenant de penser à moi. Oui. Puis, est-ce que ça a eu des changements dans ton quotidien, positifs ou négatifs, l'arrivée de la retraite? Non, je dirais que ça a été plutôt positif que négatif. Oui. Parce que je suis pas restée assis dans mon coin à me tourner les pouces. Fait que c'est là que, c'est ça, avec la retraite, ben, j'ai pu rentrer dans l'organisation des artisans de Blainville. Donc ça a été, c'était 2 jours semaine. On faisait tous, dans le fond, les artisans de Blainville, c'est toutes des personnes à la retraite qui font, il y en a qui vont tricoter, faire du crochet, du tissage, il y a du scrapbooking, puis c'est un lieu de rassemblement, puis on échange nos idées. Si moi, mettons, je veux faire du crochet, puis j'ai un problème, bien,
je sais que dans la gang des crocheteuses... Il y en a une experte. Oui, c'est qui peut ça. t'aider. Fait que c'est ça, c'est une entraide aussi. Fait que non, j'ai bien aimé. Fait que, puis avec la pandémie, ben là, c'est sûr que ça a tout tombé à l'eau, mais j'ai hâte de recommencer, de retourner. Avant d'embarquer dans tes projets de retraite, avais-tu eu le temps de la planifier, ta retraite? Oui, j'ai eu le temps. Oui, oui. Oui. Oui, oui. Est-ce que tu trouves que tu as eu le soutien nécessaire pour pouvoir bien la planifier? Oui. Oui. Oui, oui, Ça oui. s'est bien déroulé pour Oui. toi? Super. Qu'est-ce qui t'a attiré par cet organisme, les Artisanes de Blainville? Bien, c'est le fait justement de rencontrer des gens de ma génération, puis de pouvoir échanger avec ces personnes-là, parce qu'il y en a qui vont là, puis ils ont 80 ans quand même. Et puis, c'est encore là, si on fait la différence entre moi, que j'ai 68, et elle, 80, il y a quand même des générations, là, c'est une autre génération, puis échanger avec ces gens-là, ça rapporte beaucoup. Oui? Oui, oui, Tu trouves ça, oui. tu trouves ça éducatif et pertinent là, d'être Oui. avec ces personnes-là? Oui, oui, oui. Justement, ça nous amène aussi au fait que tu fais du bénévolat. Oui. Comment as-tu aimé cette expérience-là? Parce que là, on ne peut pas en parler au présent vu qu'avec la pandémie, on avait mis ça en suspens. Mais avant la pandémie, comment as-tu vécu cette expérience-là? Et qu'est-ce que tu aimes de faire du bénévolat? Ben, j'ai bien aimé, de faire du bénévolat parce que justement, on rencontre les gens qui sont placés, comme on dit. Puis de pouvoir parler avec eux autres, parce que j'ai quand même échangé avec eux autres. Puis j'ai remarqué qu'il y avait des gens qui, dans ces places-là, qui acceptaient. Puis il y en a d'autres que tu voyais qu'ils n'étaient pas à leur place. Tu sais, puis de pouvoir parler avec eux autres, tu sais, d'essayer d'en discuter. Puis aussi le fait de pouvoir les motiver en faisant différents projets, même si c'était juste une carte de bonne fête ou pour la Saint-Valentin ou Pâques, là. Fait que sinon, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé ça. Tu dis que d'aller participer aux Artisanes de Blainville, d'être avec des gens de ta génération, ça te permet justement de socialiser. Mm-hmm, oui. Et tu fais du bénévolat dans des résidences de personnes en perte d'autonomie, donc d'une autre génération. Qu'est-ce que ça t'apporte pour toi de faire ce bénévolat auprès de cette clientèle-là? Je pourrais dire que c'est vraiment comme de pouvoir communiquer avec ces gens-là. Et puis c'est parce qu'eux autres ils ont quand même leur école de pensée là-dessus. Ils ont un vécu. Puis c'est arrivé à quelques occasions qu'il y en a qui me racontaient des choses. Puis de pouvoir partager ça, je trouve que ça apporte beaucoup. Leur anecdote puis leur histoire de vie, Oui, pour toi, oui. c'est quelque chose qui te cultive Oui. puis que t'apprécies beaucoup. Là. Oui. Puis là, il y a aussi, c'est des gens en perte d'autonomie. Il y en a qui des fois qui sont comme plus là. Ils vont te dire une chose que... On va juste te donner un exemple. On faisait une activité. Il dit oui, cette personne-là est venue me voir la semaine passée. Puis à un autre moment, puis on continue l'activité. Puis là, c'était une photo. Elle me dit, ben je la connais pas, cette personne-là. Oups! Fait que tu sais, c'est là que ça t'amène. Et j'ai mon dos, tu sais, moi, ça vient me chercher. Parce que justement, là, elle a eu comme une perte de mémoire. Puis cette personne-là, si vraiment, c'est sûr, oui, elle existait, c'était une amie, mais elle demeurait à New York. Tu sais, fait que, tu sais, c'est comme, puis là, elle me dit, ben oui, elle est venue me voir la semaine passée, ce que je doute beaucoup. Puis quelques minutes après, je la connais pas. On parle de bénévolat, on parle des Artisanes de Blainville où que tu fais tes activités de loisirs aussi. Ça nous amène à la pandémie qu'on a vécue depuis 1 an et demi, Oui. qu'on vit plutôt Oui. depuis 1 an et demi. Quel impact que ça a eu sur ton quotidien
Oh, l'impact, c'est que justement le fait de ne pas pouvoir sortir, ça a été comme. Puis, puis je trouve que ça a été un côté négatif, c'est que j'ai engraissé. Parce que le fait de sortir au moins 2 fois par semaine, tu sais, je pars de chez moi le matin à 9h, je reviens vers les 3h de l'après-midi, ben ça. T'es plus active. Oui, je suis plus active, effectivement, oui. Oui, oui. Puis même si, là-bas, aux artisanes, ben dans le fond, on est assis toute la journée, mais, parce qu'on fait chacun notre activité, mais comme je disais tantôt, si j'ai un problème avec quelque chose, bien là, je me lève, puis je vais voir la personne en question, fait que ça te bouge, puis on, ça te fait bouger. C'est ça, oui. Que d'être à la maison puis de Ah passer du lit au divan, à la Oui. table de cuisine, au Exact. bureau en bas. Exactement, exactement, C'est oui. sûr qu'on bouge moins dans ce temps-là. Oui, fait que ça a été comme, c'est un impact négatif, disons. C'est ça. Mis à part ta prise de poids. Pendant la pandémie, où je pense que ça a affecté 99% de la société. Oh oui, oh oui, oh oui. Oh Je oui. pense qu'on a juste entendu parler de ça, les prises de poids que ça l'a eu. Mais est-ce que ça a eu un impact plus dans ton autonomie? Non, Non. non, pas du tout. Puis, comment tu trouves ça, exemple, faire l'épicerie ou faire tes commissions avec le masque, les mesures? Est-ce que pour toi, c'est quelque chose que tu dis nécessaire ou tu trouves ça compliqué? Donc, c'est nécessaire, même si c'est même une obligation. Le fait de porter le masque, j'aime pas ça, mais j'ai, comme ayant été élevée avec Des règles, des règles, puis un encadrement strict. oui, donc, t'as pas le choix. T'as vraiment pas le choix. Ceux qui ignorent ça, là, je trouve ça ridicule. Parce que, il y a justement, le gouvernement a décidé de prendre ces Mesures-là. mesures-là pour protéger la population. Fait que, donc, écoutez ce que le gouvernement demande de faire, puis justement, la pandémie, elle va finir par partir, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, non, j'ai pas eu de misère avec ça, pas du tout, pas du tout. Mais juste le fait de porter le masque, ça me méritait un petit peu, mais il faut ce qu'il faut, on n'a pas le choix. Le segment mécanisme social, on en a parlé. Avec la pandémie qui, on l'espère, vient à sa fin, ton organisme va reprendre ses activités normales. Quel appel ferais-tu à la communauté? À ce moment, même si la pandémie s'en va vraiment en diminuant, moi, personnellement, je sais bien que porter le masque, ok, ça, j'ai pas aimé ça, mais moi, dans l'avenir, dans le futur, advenant que je vais faire une commission et que je me sens grippée, je vais porter le masque. Je vais le porter, même si les gens me disent, ben, pourquoi vous portez un masque? Bien oui, par respect pour les autres, je suis grippée et je voudrais pas répandre la grippe. T'sais? Parce que c'est vraiment c'est la grippe. Là. Et justement, avec le port du masque qu'on a eu pendant la pandémie, il y a eu beaucoup moins de cas de grippe. Oui. Fait que moi, dans mon avenir, là, dans un futur rapproché, si j'ai apporté le masque pour des raisons de santé, envers les autres, le respect des autres, oui, je vais le porter. Qu'ils me disent n'importe quoi, je m'en fous. C'est par respect aux autres, pour les autres. Puis l'exemple, on a déjà, les pays asiatiques portaient déjà souvent le masque en public avant même la pandémie. Les taux de grippe, le taux de gastro étaient très faibles chez eux. Et même là, Oui. pendant la pandémie, c'est quand même eux qui ont réussi à s'en sortir plus rapidement que des pays occidentaux et orientaux. Là. Fait que ça serait peut-être justement, comme tu dis, un moyen communautaire et social. Lorsque à l'avenir on va être malade d'une grippe, une gastro, on ne va pas nécessairement s'empêcher de sortir, mais au moins d'avoir un instrument ou un outil pour essayer de diminuer les propagations. Oui, oui, exactement. Puis moi, je suis vraiment à 100% pour ça. Fait que
Parce que comme tu me l'as dit, on a eu beaucoup moins de grippe, de toutes ces maladies-là, mais on était quand même rendu avant la pandémie à une société que, ben c'est la rentrée, donc c'est la saison de la gastro. Tu sais, il faudrait pas normaliser qu'il y a de la gastro parce que tout le monde se côtoie. Il faudrait justement essayer de le prévenir. Oui, 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 exactement. Au lieu de le subir, tu sais, si Oui, on est c'est capable ça. de l'éliminer avant même son arrivée. C'est ça. Donc, on a parlé de ton bénévolat en résidence. Pour toi, dans l'avenir, est-ce que tu as déjà discuté avec tes enfants de l'optique advenant que tu tombes en perte d'autonomie? Est-ce que c'est la maison ou une résidence? La maison. Puis est-ce que ça, c'est déjà une discussion que vous avez eue, toi et tes 3 enfants? Pas vraiment, on en a discuté, mais faudrait qu'il y ait une mise au point à faire vraiment là-dessus. Si vraiment je suis pas comme on dirait, gardable à la maison, OK, la résidence, mais si possible, j'aimerais rester chez moi. Le plus longtemps possible. Oui, oui, oui. D'avoir oui. quitte à avoir des services à domicile Oui, avant de faire un déménagement. oui, exactement. As-tu déjà eu la discussion sur la perte d'autonomie et sur le mandat de protection avec tes enfants? Pas vraiment, pas encore, mais ce serait à discuter, effectivement. Oui, Oui. oui, oui. Est-ce que c'est parce que c'est pas quelque chose qui t'est venu à l'esprit ou c'est parce que tu as des craintes de parler de ce sujet-là? Non, ce serait plutôt que ça ne m'est pas venu à l'esprit pour le moment. Mais c'est à prévoir, effectivement. Ben oui, parce que vaut mieux prévenir que guérir, comme Oui, on dit. oui, 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 effectivement. Puis avec 3 enfants, ça Oui. peut être assez Oui. rock'n'roll après d'avoir à gérer tout ça. Oui. Quelle réaction crois-tu que tes enfants vont avoir le jour que tu vas leur dire que tu veux parler de ce sujet-là, justement, de perte d'autonomie, mandat d'identitude? Est-ce que tu as une idée des réactions que... Je pense que la réaction va être bonne quand même, parce que à un moment donné, il faut en parler, on n'a pas le choix. Fait que, non, je pense que la réaction va être bonne, oui, je suis pas mal sûre. Ça va-tu générer un peu d'émotion? Oui, sûrement, sûrement. Qui est le plus émotif dans les 3? Ou dans les 4, si on t'inclut. Moi, Toi? oui, oui, Puis oui, ouais. oui. Mais je sais que les 3 sont sensibles, ça c'est sûr. Mais je suis sûre d'en parler, je vais me mettre à pleurer, ça c'est officiel. Oui, oui, oui. C'est correct, on va insérer 3-4 blagues, là. Puis, Oui, 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 oui. Oui, effectivement. En ce jour, quels plans futurs sont devant toi? Les plans, oh mon Dieu. Ben, de continuer à faire mon bénévolat. Si la pandémie peut vraiment se stabiliser, aller chez mes artisanes, que j'adore, puis de vivre à la maison. Oui. Ça nous amène maintenant à notre moment de vérité, OK. où qu'on parle justement des défis actuels, les défis du système, les difficultés actuelles du système, que ce soit de la santé. Est-ce que tu as pour nous une anecdote ou quelque chose que tu voudrais aborder par rapport au système que tu as vécu? Oui. Ben, comme on en a parlé un petit peu avant l'entrevue, c'est justement les fameux rendez-vous pour les personnes âgées qui se font à l'extérieur de leur région. Ça, pour certaines personnes, c'est toute une histoire pour essayer, premièrement, d'avoir un rendez-vous, puis le fait aussi d'y aller par les moyens de transport qui est de disponible. Parce que quand tu as un rendez-vous, tu restes à une telle place, puis c'est vraiment... mettons, tu restes en banlieue ou à la campagne, puis il faut aller à Montréal ou à Québec ou à Sherbrooke pour aller à ton rendez-vous. C'est pas comme petite affaire, là. Tu sais, c'est pas tout le monde qui... comme moi, j'ai des enfants.
Si j'ai un rendez-vous, comme à l'extérieur de mon patelin, là, je sais qu'il y en a un des trois qui va, ben, un des deux plutôt, je dirais, qui va vraiment s'organiser pour venir avec moi. Mais c'est pas pareil dans toutes les familles. Non, c'est ça. Est-ce que tu considères qu'il y aurait à revoir peut-être les services pour les personnes âgées par rapport à la distance de leur domicile? Oui, ben, il y aura sûrement quelque chose à faire pour ça. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Mais justement, j'ai comme un fait vécu par rapport à ça. J'ai j'ai une cousine, justement, qui a souvent des rendez-vous à l'extérieur de Terrebonne, parce qu'elle demeure à Terrebonne. Des fois, c'est à Montréal, d'autres fois, ça peut être à Sherbrooke. Puis, elle, elle communique avec un organisme, puis il envoie une personne pour venir la chercher. Mais ça, c'est des coûts de 50 à toutes les fois. Fait que, tu sais, je trouve que... Puis quand la personne n'est pas trop en moyen, c'est beaucoup 50. OK, tu vas me dire que c'est l'aller-retour, parce que la personne attend, et puis son lunch à cette personne-là est payé aussi. OK. Mais c'est quand même 50 Oui, puis quand on dit qu'on est à retraite, c'est pas tout le monde qui ont des gros fonds de pension, non, ces choses-là. Exactement. C'est pas beaucoup, mais en même temps, c'est quand même significatif, 50 on s'entend. Là. Oui. C'est pour un aîné, c'est pratiquement une épicerie comme pour. Si c'est pas une semaine, c'est seulement pour quelques jours. Là. Oui, effectivement. Fait que c'est ça. Si la personne est plus ou moins en moyen, ben ça fait un trou dans le budget. Puis j'ai déjà vu justement ma cousine aller à 2 rendez-vous dans le même mois à 2 endroits différents et débourser 100 là, justement. Quand même. Oui, oui. Tu sais, c'est... Puis il y a été à un moment donné, elle restait à Saint-Jérôme, il fallait qu'elle aille à Montréal pour ses yeux. Fait que c'est ça. Fait que c'est des déplacements qui sont... C'est assez dur, même, je dirais, sur le moral et le côté monétaire aussi. Ben oui. Oui. Puis même, de se dire qu'il faut faire la route aussi, 35-40 minutes avant un rendez-vous médical. Puis là, des fois, c'est des opérations. Puis après, il faut que tu fasses le retour. Ça peut être assez bouleversant. Si tu viens de te faire opérer, 45 minutes de route avec une jambe opérée ou une hanche opérée, ça peut être sans compter inconfortable. Sans compter aussi le fameux trafic, là, c'est comme pas évident non plus. Tu essaies de partir le plus de bonne heure possible pour ne pas arriver en retard à ton rendez-vous, parce que si tu arrives en retard, ben là, ça vient te faire mal aux autres rendez-vous, là, après elle. Oui, c'est ça. Mm-hmm. Ayant vu plusieurs partis politiques au pouvoir, comment qualifies-tu la gestion de notre gouvernement actuel en ce qui concerne la pandémie, mais aussi le système de santé? Oh mon Dieu. Si on parle de notre gouvernement présentement, là, concernant la pandémie, moi, j'ai rien à redire. Parce que ça a été fait correct. Pour moi, en tout cas. S'il y en a, il y a une autre école de pensée là-dessus, il y en a qui étaient vraiment à l'encontre de ça. Donc, moi, je trouve que ça a été correct de ce côté-là. Donc, oui. Puis, côté système de santé, il y aurait des choses à améliorer, ça, c'est sûr. Et j'aime ça poser cette question-là. Si tu avais une baguette magique, là, qu'est-ce que tu ferais avec elle pour... qu'est-ce que tu voudrais changer? Si tu avais une chose à changer avec une baguette magique, comme tu dis, il y a des choses à améliorer. Qu'est-ce que pour toi, tu considères le plus important dans l'optique que tu es retraité, puis on pourrait faire un changement concret pour les 65 ans et plus? Oh, qu'il y ait plus de services, justement, pour... excusez, pour ces gens retraités-là. Parce que je trouve qu'il y a un manque de ce côté-là. Puis, surtout le côté monétaire, là. C'est pas tout le monde qui peuvent... qui ont les sous pour... que ça peut engendrer lors des déplacements, justement. Fait que ça serait des choses... ça serait des choses à améliorer côté service santé pour
les personnes âgées. Qu'il y ait plus de services Oui. déployés dans le même secteur. Oui, oui, oui. Pour ben pas oui. qu'il y ait à Oui. changer de région en région Ben, pour c'est ça. obtenir un soin particulier. C'est ça. Quel héritage désirez-vous laisser à vos proches et à la communauté? Je dirais pour mes proches, c'est qu'ils gardent justement l'esprit de famille. C'est surtout l'esprit de famille parce que c'est ce qui nous reste. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ce qui reste. Ben, c'est la famille. Ouais. Fait que c'est de garder cet esprit de famille-là. De rester unis. Ouais. De quoi tu veux qu'on le souvienne de toi? Oh mon Dieu! Ah. Ben, je peux dire qu'ils se souviennent de moi, que j'étais une personne quand même assez ouverte. Oui. Oui. Parce que dans le parcours que j'ai eu, il y a beaucoup d'enfants qui auraient dit « Oh, tu t'es séparé. » Ça aurait pu occasionner des problèmes. Excusez, des problèmes. Mais avec ça a quand même bien été de ce côté-là. Fait que, c'est en étant ouverte de ce côté-là, puis de les avoir aussi, les laisser faire leur propre choix dans la vie aussi. J'ai jamais contrecarré leur choix de vie, leur décision. Fait que je pense que pour moi, qui garde cette idée-là de moi, là, que j'ai vraiment fait tout mon possible pour qu'ils aient la vie qu'ils ont présentement. Moi, je pense que tu as bien réussi de ce côté-là, au niveau de ta famille. Je pense que tes enfants sont très reconnaissants du peu que je connais, oui. Mais je pense qu'ils sont très reconnaissants de tout ce que tu as pu leur offrir pour leur vie, en tout cas. Oui. En ce jour, as-tu un message pour tes proches, qu'il s'agisse de ta fratrie, de tes enfants ou la communauté? Est-ce que tu as un message que tu aimerais leur léguer? Qu'ils volent dans leurs propres ailes. C'est tout. C'était le mot de la fin. Donc, je suis très contente d'avoir fait cette entrevue avec toi, Daniel. Merci pour ton temps. Merci pour ton histoire de vie. Pour moi, je trouve que d'avoir fait cette rencontre-là avec toi, je trouve que ça amène à l'organisme aussi une autre couleur de nos bénévoles. Je trouve que en même temps, ça laisse un bel héritage de ton parcours pour tes proches. Mm-hmm. Donc, encore une fois, merci de ta participation. Mais ça m'a fait plaisir. Fait que, voilà. Donc, c'est ainsi que s'achève un autre épisode de l'Heure dorée. Au nom de toute l'équipe du Mauve, je remercie encore une fois Daniel Véro pour sa participation. Et je vous rappelle que vous pouvez nous contacter directement au 514-708-6288 pour de l'assistance immédiate. Sinon, si vous aimez en connaître davantage sur nos services, n'hésitez pas à consulter notre page Facebook, Instagram ou directement notre site internet au www.mauve.ca. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée sereine et je vous dis à très bientôt!